Ils n'ont pas juste demandé à Claire Whitmore de partir. Ils l'ont jetée dehors comme si elle était rien. Le son de la porte d'entrée claquant derrière elle a résonné le long de la rue calme, aigu et final, comme un verdict déjà prononcé. La pluie a traversé son manteau fin dans quelques secondes. Dans ses mains étaient deux valises qui n'étaient même pas pleines. Non pas parce qu'elle avait emballé léger, mais parce que presque tout ce qu'elle possédait lui avait déjà été pris. Son téléphone a vibré une fois, puis est mort. Les comptes bancaires étaient gelés. Les cartes de crédit ont été refusées. Même l'application de covoiturage a refusé sa demande. Claire se tenait sous la lueur d'un lampadaire, regardant les lumières du manoir où elle avait vécu pendant 15 ans s'éteindre une par une. À l'intérieur, Grant Holloway célébrait déjà. Il avait gagné, ou du moins il le pensait, au monde. Claire était juste une autre femme jetée, une femme qui avait abandonné sa carrière, son indépendance et sa voix pour un homme puissant, seulement pour être remplacée quand elle est devenue incommode. Au matin, les blogs à potins l'appelleraient instable. Dans l'après-midi, les avocats la peindraient comme Cupide. Et au crépuscule, elle serait officiellement étiquetée ce que Grant avait toujours cru qu'elle était, jetable. Claire n'a pas pleuré. Pas encore. Le choc la tenait droite plus que la force ne le faisait. Ses mains tremblaient alors qu'elle traînait les valises sur le trottoir, ses talons claquant irrégulièrement sur le béton mouillé. Chaque pas se sentait plus lourd que le dernier, comme si la ville elle-même la repoussait. Ce que personne ne pouvait voir était la vérité pressant contre ses côtes, enfermée derrière des années de silence, et une promesse qu'elle n'avait jamais brisée. Une promesse que sa mère lui avait fait jurer de garder, peu importe à quel point la vie devenait injuste. Ne parle pas. Ne te bats pas. Pas encore. De l'autre côté de la ville, dans un penthouse au mur de verre, Grant a levé un verre de champagne avec un sourire suffisant, disant à sa maîtresse que Claire plierait dans quelques jours. Il a dit qu'elle n'avait pas d'argent, pas d'alliés et plus de levier. Il avait tort sur une chose. Claire Whitmore marchait dans la nuit la plus sombre de sa vie. Oui, mais elle marchait aussi droit vers le moment qui changerait tout. Et quand son nom a été finalement prononcé à voix haute, cela n'arrêterait pas juste une conversation. Cela gèlerait toute une salle d'audience. Claire a dormi sur un banc étroit à l'intérieur d'un terminal de bus ouvert 24h24, son manteau plié sous sa tête comme une fine excuse. Les lumières fluorescentes ne se sont jamais tamisées. Elle bourdonnait sans relâche, faisant sentir le temps figé et hostile. Toutes les quelques minutes, des pas passaient, des voix résonnaient, des roues roulaient. Personne ne l'a regardé deux fois. Au matin, son corps souffrait, mais son esprit souffrait plus. Elle s'est lavé le visage dans des toilettes publiques, fixant son reflet comme s'il appartenait à un étranger. Ses yeux étaient gonflés, non pas de pleurs, mais de tout retenir. Elle reconnaissait à peine la femme qui la regardait en retour. 15 ans plus tôt, elle avait été vive, motivée, à mi-chemin de la faculté de droit, pleine d'arguments. Elle était prête à gagner. Puis elle a rencontré Grant Holloway. Grant avait aimé cette version d'elle au début. Ou du moins, il aimait ce que cela faisait pour lui. Une femme qui pouvait le conseiller discrètement, corriger ses contrats avant que ses avocats ne le fassent, et ne jamais demander de crédit. Quand il a proposé, il a promis un partenariat. Il a promis la sécurité. Il a promis qu'elle n'aurait plus jamais à s'inquiéter. Et lentement, promesse par promesse, elle a disparu. Claire se souvenait du jour où elle s'était retirée de l'école. Grant l'avait encadrée comme un cadeau. Pourquoi lutter, avait-il dit, quand je peux tout fournir? Elle s'est dit que c'était temporaire. Puis sont venus le mariage, les déménagements, les longs dîners avec des investisseurs, où son travail était de sourire et de rester silencieuse. Chaque année, son monde devenait plus petit, sa voix plus douce jusqu'à la nuit dernière. À midi, la réalité est arrivée avec une clarté brutale. Son téléphone n'avait toujours pas de service. Son email était verrouillé. Une notification d'une application juridique a finalement chargé,
Juste une ligne de long. Ordonnance restrictive temporaire. Pas d'accès à la résidence conjugale. Pas d'accès aux actifs conjoints. Les mains de Claire ont tremblé si fort qu'elle a laissé tomber le téléphone. Elle a essayé d'appeler le seul avocat qu'elle faisait confiance directement à la messagerie vocale. Elle a envoyé un email. Le message est revenu. Dans l'après-midi, elle a compris ce que Grant avait fait. Il ne l'avait pas juste laissé. Il l'avait effacé. Pire encore, un autre avis est apparu. Une alerte de recouvrement de dette. Un prêt qu'elle ne reconnaissait pas. Son nom attaché à un nombre si grand que cela lui a retourné l'estomac. Elle a fait défiler les documents incrédules. Sa signature était là ou quelque chose d'assez proche pour passer. Ce n'était pas un divorce. C'était un piège. Claire est sortie. Ah, ceci. La ville rugissant autour d'elle. Et pour la première fois depuis que la porte s'était claquée derrière elle, la panique est percée. Si cela tenait, elle pourrait perdre plus que de l'argent. Elle pourrait perdre sa liberté. Et si elle perdait ce combat, elle pourrait perdre son enfant pour toujours. Grant savait exactement ce qu'il faisait. Il avait bâti son empire en écrasant l'incertitude, et maintenant il retournait cette compétence contre elle. Claire s'est appuyée contre un mur de briques, respirant lentement, se forçant à ne pas s'effondrer. Quelque part sous la peur, sous l'épuisement, quelque chose d'autre s'est agité. Un souvenir, un avertissement, une promesse scellée il y a des années, destinée à un moment juste comme celui-ci. Elle l'a chuchoté sous son souffle, à peine audible. Pas encore. Parce que si Grant pensait que c'était la fin, il ne comprenait pas le genre de femme qu'il avait acculée. Et il n'avait aucune idée à quel point elle était proche de briser son silence. Ce qu'il avait fait pour l'enterrer le traînerait bientôt sous l'eau. Au troisième matin, Claire Whitmore a cessé d'être invisible. Son nom est apparu d'abord comme un murmure, puis comme un titre. Grant Holloway se tenait à un podium poli à l'intérieur d'une salle de conférence du centre-ville. Murs de verre encadrant la ligne d'horizon de Manhattan derrière lui. Des caméras ont cliqué, des microphones se sont regroupés. Sa voix était calme, contrôlée, presque regrettable. Il parlait la langue des hommes qui savent que le récit leur appartient. « Cette séparation est regrettable, a-t-il dit, pliant ses mains. Mais je dois protéger ma compagnie, ma réputation et le plus important, mon enfant. » Ce dernier mot a atterri comme une lame. En quelques minutes, les clips se sont répandus. Les flux sociaux se sont remplis de citations recadrées et de cadres figés. Grant composé et digne. Claire invisible, sans nom, déjà jugée. Un média l'a qualifié d'émotionnellement instable. Un autre a sous-entendu une imprudence financière. Un troisième a insinué la trahison sans preuve, laissant l'implication faire le travail. À midi, son visage était partout. Une vieille photo a refait surface. Une prise il y a des années lors d'un gala de charité. Elle souriait alors, inconsciente que cela serait un jour utilisé contre elle. La légende disait « La femme aliénée de Grant Holloway au milieu de la tourmente du divorce ». Claire a regardé tout cela se dérouler depuis un petit café près de la rivière, sirotant un café qu'elle ne pouvait pas se permettre de finir. La télévision au-dessus du comptoir rejouait la déclaration de Grant en boucle. Toutes les quelques secondes, sa voix répétait la même ligne, à chaque fois faisant serrer sa poitrine. Autour d'elle, des étrangers formaient des opinions en temps réel. « Pauvre gars !» a murmuré quelqu'un. « Elle a l'air instable », a dit un autre. Claire a gardé ses yeux baissés. Elle voulait crier que rien de tout cela n'était vrai, qu'elle n'avait jamais touché son argent, qu'elle avait bâti plus de son succès que quiconque ne le savait. Qu'elle était restée silencieuse, non pas parce qu'elle était faible, mais parce qu'on lui avait dit de le faire. Au lieu de cela, elle n'a rien dit. Son téléphone a vibré de nouveau. Cette fois, ce n'était pas une notification. C'était une demande de message d'un nom inconnu. Lena Crawford, la femme que Grant présentait maintenant comme sa partenaire.
Le message était court, chirurgical et cruel. Tu aurais pu partir tranquillement. Tu as choisi cela. Claire a fixé l'écran jusqu'à ce que les mots se brouillent autour d'elle. Le café bourdonnait de vie qui semblait incroyablement lointaine. Elle a réalisé alors que Grant n'essayait pas juste de gagner légalement. Il essayait de la détruire socialement, publiquement, de manière permanente, et cela fonctionnait. 1 heure plus tard, un autre coup a atterri. Son ancien ami a annulé le déjeuner. Une cousine éloignée a cessé de répondre. Même un conseil d'administration de charité pour lequel elle avait fait du bénévolat est discrètement retiré son profil de leur site. Une par une, les portes se sont fermées. Non pas avec du bruit, mais avec un silence poli. Le soir, Claire a marché le long de la rivière, la ville brillant comme si rien n'avait changé. Elle ne s'était jamais sentie plus petite. Pas quand elle a quitté l'école, pas quand elle a renoncé au contrôle, pas même quand la porte s'est claquée derrière elle. C'était différent. C'était une effaceuse. Elle s'est assise sur un banc, les mains serrées sur ses genoux, combattant l'envie de s'effondrer. Grant croyait que la honte la finirait, que l'opinion publique écraserait ce qui restait de sa résolution. Il ne savait pas que la honte avait déjà fait son pire, et que ce qui vient après le silence n'est pas la faiblesse, c'est le règlement de compte, parce que plus Grant parlait fort, plus il s'approchait d'exposer la vérité qu'il était désespéré d'enterrer. Le palais de justice sentait le désinfectant et le vieux papier, un endroit où les vies étaient réduites à des dossiers et des numéros de dossiers. Claire Whitmore est arrivée seule, marchant à travers les détecteurs de métaux, avec rien d'autre qu'un sac en cuir usé et un calme qu'elle ne ressentait pas. Ses talons résonnaient trop fort sur le sol poli, chaque pas annonçant à quel point elle était exposée. À l'intérieur de la salle d'audience, Grant Holloway était déjà assis. Il ne l'a pas regardé au début. Il était entouré de 3 avocats en costume sur mesure, leurs ordinateurs portables ouverts, des blocs-notes juridiques remplis d'une écriture soignée. Ils se sont penchés de près, confiants, répétés. C'était un territoire familier pour eux. Pour lui, c'était une autre salle de conseil. Claire a pris sa place à la table opposée. Il n'y avait personne à côté d'elle. Des murmures ont ondulé à travers la galerie. Des visages curieux se sont tournés. Certains l'ont reconnu des nouvelles, d'autres des clips des médias sociaux dépouillés de contexte et de merci. Claire a senti le poids de leur jugement pressé contre son dos, mais elle a gardé ses yeux en avant. Le juge est entré, les formalités ont suivi, des dates ont été lues, des motions ont été listées. Claire a compris chaque mot. C'était la partie la plus cruelle. Elle savait exactement à quel point cela allait mal. L'avocat principal de Grant s'est levé en premier. Il a parlé doucement, respectueusement, peignant une image qui était presque convaincante. Un puissant exécutif protégeant sa compagnie. Un père préoccupé par l'instabilité. Une femme, a-t-il suggéré soigneusement, qui était émotionnellement compromise et financièrement irresponsable. Claire a serré ses mains sous la table. Puis est venue la question de la garde. L'avocat a fait glisser des documents sur le banc, chacun un autre coup. Paiement manqué, dette non vérifiée, allégations présentées comme des faits. Claire a ouvert sa bouche pour parler, mais le juge a levé une main. « Mademoiselle Whitmore », a dit le juge d'un ton égal, « avez-vous une représentation aujourd'hui? » Claire a dégluti. « Non, votre honneur. Une pause, pas méchante, mais finale. La décision est venue rapidement. Garde temporaire à Grant. Accès restreint en attente de révision. » Claire a senti les mots frapper sa poitrine comme une force contondante. La pièce s'est brouillée sur les bords alors que le marteau frappait. Juste comme ça, c'était fait. Grant l'a finalement regardé, puis son expression était composée, presque sympathique. Mais il y avait quelque chose d'autre en dessous, satisfaction. Il s'est levé alors que le juge sortait, boutonnant sa veste avec un calme délibéré. En passant devant Claire, il s'est penché juste assez pour qu'elle entende. « Je te l'avais dit », a-t-il dit doucement. « Tu aurais dû rester tranquille.
Il s'est éloigné sans regarder en arrière. Claire est restée assise longtemps après que la pièce a commencé à se vider. Le banc semblait froid sous ses paumes. Elle a fixé l'endroit où Grant s'était tenu, ses oreilles bourdonnant, sa gorge serrée. Perdre la maison avait fait mal. Perdre son nom avait coupé plus profondément. Mais ceci était la dévastation. Dehors, des reporters attendaient, affamés et implacables. Claire s'est glissée par un couloir latéral, son cœur battant comme s'il allait se libérer. Dans la cage d'escalier, elle s'est finalement laissée s'appuyer contre le mur, le souffle tremblant. C'était ce que Grant voulait. Effondrement total, aucun soutien, aucun levier, aucun futur. Et pourtant, quelque part sous le chagrin et la peur, une voix familière a résonné dans sa mémoire. Stable, certaine. Quand tu perds tout, tu es finalement autorisé à bouger. Claire s'est redressée lentement, essuyant son visage avec le dos de sa main. Elle n'avait pas fini, pas même près, parce que l'homme qui venait de prendre son enfant n'avait aucune idée à quel point il était proche de signer sa propre perte. Claire s'attendait au silence. Ce à quoi elle ne s'attendait pas était que la trahison vienne du seul endroit où elle faisait encore confiance. L'email est arrivé juste après le coucher du soleil, quand la ville à l'extérieur de sa chambre de motel Bon Marché brillait d'un orange et gris atténué. Elle était assise sur le bord du lit, fixant les documents de garde de nouveau, lisant les mêmes lignes jusqu'à ce qu'elles cessent d'avoir un sens. La ligne d'objet a gelé ses doigts en plein mouvement. Concernant votre affaire, c'était de Martin Keller, son ancien avocat, le seul avocat qu'il avait connu avant que Grant ne réécrive sa vie. L'homme qui lui avait dit une fois avec une préoccupation sincère qu'elle méritait mieux que le silence. Ses mains ont tremblé alors qu'elle l'ouvrait. Car, en raison d'informations nouvellement divulguées, je ne peux plus vous représenter. Je vous conseille d'envisager de régler rapidement. Ce n'est pas une bataille que vous pouvez gagner. Aucune explication, aucun appel, juste un retrait silencieux enveloppé dans un langage juridique. Son estomac s'est noué. Quelques minutes plus tard, son téléphone a vibré de nouveau. Cette fois, c'était une notification du portail du tribunal. Un document avait été soumis sous son nom, une déclaration sous serment, une qu'elle n'avait jamais écrite. Elle l'a ouvert, le cœur battant, les yeux balayant la page incrédule. C'était une confession ou quelque chose censé ressembler à une admission d'imprudence financière, d'instabilité émotionnelle, une recommandation que la garde soit limitée de manière permanente. En bas se trouvait une signature, la sienne ou assez proche. Claire a senti l'air quitter ses poumons. Elle l'a lu de nouveau, plus lentement cette fois, son esprit luttant pour suivre. La formulation était précise, calculée, le genre de langage que les avocats utilisaient quand ils voulaient qu'un juge arrête de poser des questions. Martin Keller l'avait déposé. La pièce a semblé s'incliner. Claire s'est levée trop vite, sa vision se brouillant alors que la panique montait dans sa poitrine. Ce n'était pas juste injuste. C'était criminel, et cela signifiait quelque chose de bien pire que de perdre une affaire. Cela signifiait que Grant l'avait atteint. Son téléphone a sonné, un numéro qu'elle ne reconnaissait pas. Contre son meilleur jugement, elle a répondu. « Cla, a dit Martin, sa voix basse et tendue. « Je suis désolé, je le suis vraiment. »« Pourquoi ?» a-t-elle demandé, bien qu'elle savait déjà. « Il y a des choses que vous ne comprenez pas, a-t-il dit rapidement. Vous êtes confronté à des ressources que vous ne pouvez pas imaginer. Des gens puissants. Si vous continuez à pousser, cela deviendra plus laid. Vous avez déposé une fausse déclaration en mon nom, a-t-elle dit, sa voix stable d'une manière qui a même surpris elle. Vous avez détruit ma crédibilité. Une pause. Puis doucement, j'ai fait ce que j'avais à faire. La ligne est morte. Claire s'est enfoncée de nouveau sur le lit, le choc faisant place à quelque chose de plus froid. Grant n'avait pas juste construit un mur légal autour d'elle. Il avait empoisonné le sol sous ses pieds. Tout avocat qui touchait son affaire verrait ce document en premier. Tout juge remettrait en question sa santé mentale avant d'entendre sa vérité. C'était le coup qui était censé la finir.
Elle a fixé le mur, respirant lentement, sentant le poids de tout cela s'abattre. Seule, discréditée, acculée, même le système en lequel elle le croyait autrefois lui avait tourné le dos. Pendant un long moment, elle a envisagé d'abandonner. Puis elle s'est souvenue du visage de sa mère. La façon dont sa voix n'a jamais faibli quand elle a dit « S'ils vous trahissent si profondément, cela signifie que vous êtes au bon endroit. » Claire a repris son téléphone. Ses doigts ont plané au-dessus d'un numéro qu'elle avait mémorisé mais jamais utilisé. Un numéro qu'on lui avait dit d'appeler seulement quand il n'avait vraiment plus rien à perdre. Elle ne l'avait pas encore appelé, mais après cette nuit, elle savait. Parce que quand même la loi s'est retournée contre elle, Claire était finalement prête à déverrouiller la vérité qui déchirerait le monde de Grant. La vie est arrivée à l'aube, estampillée dans un langage froid et officiel qui ne laissait aucune place à l'incompréhension. Claire l'a lu une fois, puis de nouveau, ses mains stables tandis que son pouls rugissait dans ses oreilles. Une demande civile, un prêt impayé, son nom listé comme garante principale. Le montant était stupéfiant, le genre de nombre qui ne menaçait pas juste le confort, mais la liberté. Elle était assise sur le bord du lit du motel, la lumière du soleil fuyant à travers les rideaux fins, et a essayé de reconstituer comment c'était arrivé. Les dates ne correspondaient pas. Les signatures étaient fausses. Pourtant, tout le reste semblait terrifiant de réalisme. Papier à en-tête bancaire, sceau de notaire, une chronologie qui plaçait l'approbation du prêt directement pendant la dernière année de son mariage. Le dernier coup de Grant était soudainement clair. Si le tribunal croyait que cette dette était la sienne, elle ne perdrait pas juste la garde. Elle pourrait faire face à des accusations criminelles pour fraude. Sa crédibilité déjà fissurée se briserait complètement. Aucun juge ne lui ferait confiance. Aucun avocat ne risquerait de toucher son affaire. Et Grant s'en irait propre, secouant tristement la tête, comme si elle s'était fait cela à elle-même. Claire a fermé ses yeux et s'est forcée à respirer. Elle se souvenait de Grant assis à la table de la cuisine pendant que Grant révisait des contrats, lui demandant de juste y jeter un œil. Il l'avait dit avec désinvolture, affectueusement. « Tu es meilleur à ça que mes gens », a-t-il plaisanté. Elle avait corrigé des clauses, signalé des risques, expliqué des conséquences qu'il prétendait ne pas comprendre. Quelque part pendant ces heures tardives, il avait appris exactement comment militariser sa compétence contre elle. Son téléphone a vibré de nouveau. Cette fois, c'était une notification de messagerie vocale d'un numéro inconnu. Elle a appuyé sur lecture. « Mademoiselle Whitmore », a dit d'une voix d'homme professionnelle et coupante. « Ceci concerne le solde impayé associé à votre compte. Le défaut de réponse dans les 72 heures entraînera des mesures légales supplémentaires. » 72 heures. Claire a ri doucement, le son mince et sans humour. 3 jours pour prouver un mensonge qu'elle n'avait pas su exister. 3 jours sans argent, sans avocat, et une réputation déjà peinte comme instable. Grant n'avait pas juste tendu un piège. Il l'avait chronométré parfaitement. Elle s'est levée et a arpenté la petite pièce. Des souvenirs entrant en collision avec le présent. La manière prudente dont Grant ait toujours encadré les décisions comme protection. La façon dont il insistait pour gérer les finances afin qu'elle n'ait pas à s'inquiéter. La façon dont il avait souri quand elle avait finalement cessé de poser des questions. C'était le prix de la confiance. À la mi-journée, la peur a fait place à quelque chose de plus aigu. La colère, oui, mais aussi la clarté. Claire a commencé à lister tout ce qu'elle avait encore. Sa mémoire, sa formation, sa capacité à lire entre les lignes, et une dernière chose qu'elle avait protégée toutes ces années, sans comprendre pleinement pourquoi. Un nom. Elle a ouvert son sac et a sorti une mince enveloppe qu'elle avait portée d'un endroit à l'autre pendant des années, non ouverte, intouchée. L'écriture de sa mère la regardait en retour, familière et stable. À l'intérieur se trouvait une seule carte et un numéro écrit à l'encre qui s'était légèrement estompé avec le temps. Appelle seulement quand il n'y a pas d'autre moyen. Claire a tenu la carte entre ses doigts, le poids du moment s'installant sur elle.
Grant croyait que la dette l'écraserait avant qu'elle ne puisse se tenir debout. Il croyait qu'elle était seule. Il avait tort. Elle a pris son téléphone, a hésité une seule fois, puis a commencé à composer. La ligne a sonné une fois, deux fois. Au troisième coup, quelqu'un a répondu « Fiducie Whitmore », a dit de la voix calme. « Comment pouvons-nous vous assister? » Claire a dégluti. « Mon nom est Claire Whitmore », a-t-elle dit doucement, « et je pense qu'il est temps que vous sachiez ce qu'ils m'ont fait. » À l'autre bout de la ligne, le silence est tombé parce qu'une porte qui avait été scellée pendant des décennies venait d'être déverrouillée. L'appel s'est terminé sans cérémonie, sans promesse, sans réassurance. Juste une reconnaissance tranquille et une seule phrase qui est restée avec Claire longtemps après que la ligne est morte. Nous serons en contact. Elle laisse rester assise là pendant un long moment, son téléphone posé contre son oreille, écoutant le silence creux qui a suivi. Pendant des années, elle avait imaginé que ce moment se sentirait comme un sauvetage, comme un soulagement. Au lieu de cela, cela semblait être debout au bord de quelque chose de vaste et dangereux sans garantie que le sol tiendrait. Dans l'après-midi, l'épuisement s'est installé dans ses os. Elle a marché la ville sans destination, passant des foules qui ne savaient pas que sa vie se déroulait en temps réel. Des gens riaient, des taxis klaxonnaient. Quelque part, un musicien de rue jouait un air plein d'espoir qui semblait presque cruel. Claire s'est arrêtée devant une bibliothèque publique et est entrée. Attirée par le calme, elle s'est assise à une longue table en bois étalant les papiers qu'elle portait comme des preuves d'une scène de crime. L'avis de dette, la déclaration falsifiée, la décision de garde. Chaque document racontait la même histoire sous un angle différent. Vous perdez. Elle a tracé le bord de l'enveloppe que sa mère avait laissée, se souvenant du jour où elle lui avait été donnée. Elle avait à peine 20 ans, en colère et têtue, convaincue qu'elle n'avait besoin de la protection de personne. Sa mère lui avait pressé l'enveloppe dans la main quand même. « Tu n'auras pas besoin de ça avant longtemps », avait-elle dit, « et j'espère que tu ne le feras jamais. » Claire avait hoché la tête, l'avait rangée et avait bâti une vie qui semblait assez sûre pour la rendre inutile. Maintenant assise seule dans la bibliothèque, elle a compris le poids de ce moment. Sa mère n'avait pas planifié l'échec. Elle avait planifié la trahison. Alors que l'après-midi s'estompe dans la soirée, le téléphone de Claire a vibré de nouveau. Une notification par email cette fois. Son cœur a sauté avant qu'elle ne puisse l'arrêter. Mais ce n'était pas l'appel qu'elle attendait. C'était un autre article. Grant avait fait une autre interview. Celle-ci était plus douce, plus personnelle. Il a parlé de chagrin, de décisions difficiles, de comment certaines personnes, a-t-il dit doucement, ne pouvaient pas gérer la pression et s'en prenaient quand les choses n'allaient pas dans leur sens. Il n'a jamais dit son nom, mais il n'avait pas à le faire. Les commentaires étaient pires que l'article. Elle devrait juste l'accepter et passer à autre chose. On dirait qu'elle cache quelque chose. Pauvre enfant ayant une mère comme ça. Claire a fermé ses yeux, les mots brûlants derrière eux. Grant n'attendait pas que la loi la finisse. Il façonnait l'opinion du monde si minutieusement que quand la vérité sortirait, personne ne voudrait l'entendre. Et c'est alors que la peur a finalement fait place à la résolution. Si elle restait silencieuse maintenant, elle disparaîtrait entièrement. Pas juste de la vie de Grant, mais de la sienne propre. La fiducie à l'autre bout de cet appel téléphonique n'avait pas promis de la sauver. Ils avaient promis d'écouter. Et écouter signifiait que quelque chose bougeait déjà. Alors que la bibliothèque se préparait à fermer, Claire a rangé ses papiers et s'est levée. Elle ne se sentait pas plus forte, pas plus en sécurité, mais elle se sentait différente, éveillée d'une manière qu'elle n'avait pas été depuis des années. Grant croyait qu'elle réagissait encore. Il n'a pas réalisé qu'elle avait cessé de réagir et avait commencé à se préparer. Dehors, la nuit est tombée de nouveau sur la ville, les lumières scintillant une par une. Claire y a marché d'un pas ferme, inconsciente que quelques W partent derrière des portes closes, des noms étaient tirés de vieux dossiers et des signatures étaient comparées. Parce que l'appel qu'elle avait finalement fait
déclencherait bientôt une réponse que Grant Holloway n'avait jamais vue venir. Grant Holloway a bien dormi cette nuit-là. Dans son penthouse, la ville bourdonnait en dessous comme une machine qui existait pour le servir. La lumière du matin se déversait à travers les fenêtres du sol au plafond, scintillant sur l'acier et le verre, reflétant une vie soigneusement organisée pour paraître intouchable. Grant se tenait dans une chemise sur mesure, café à la main, faisant défiler les titres avec un calme satisfait. Tout se passait exactement comme prévu. Le récit s'était installé. Les investisseurs étaient rassurés. Le conseil était tranquille. La presse était passée des questions aux conclusions. Claire Whitmore, sa future ex-femme, avait été réduite à une histoire édifiante chuchotée aux tables de brunch et dans les salons de direction. Il a souri avec suffisance. Dans la cuisine derrière lui, Lena Crawford s'est appuyée contre le comptoir, faisant défiler son téléphone, déjà habillée pour la journée. Elle s'était installée rapidement, avec confiance, comme si l'espace lui avait toujours appartenu. Grant aimait cela chez elle. Elle n'a pas hésité. Elle n'a pas demandé la permission. « Tu es de nouveau tendance », a dit Lena légèrement. L'angle de la sympathie a mieux fonctionné que prévu. Grant a pris une gorgée de café. Bien sûr que oui. Il a ajusté son poignet, regardant son reflet. Des années de contrôle lui avaient appris une vérité par-dessus tout. Les gens croient ce que vous dites si vous le dites en premier, calmement et avec confiance. Claire avait attendu trop longtemps. Le silence l'avait enterré. Elle s'arrangera, a continué Grant. Ils le font toujours, surtout quand ils manquent d'argent. Lena rit doucement. Elle l'a déjà fait. Ils sont partis ensemble, descendant dans l'ascenseur privé qui les transportait comme des rois. Grant n'a pas remarqué le léger tremblement dans son téléphone alors qu'il perdait le signal entre les étages. Il ne s'en serait pas soucié même s'il l'avait fait. Au bureau, la journée s'est déroulée comme un tour de victoire. Son équipe juridique l'a briefé sur les chronologies. La demande de dette avançait. La déclaration falsifiée avait fait son travail. Toute tentative de Claire de faire marche arrière semblerait maintenant désespérée, instable, réactionnaire. Les juges détestaient cela. Elle est enfermée. Un avocat a dit qu'il ne lui restait nulle part où aller. Grant a hoché la tête, satisfait. À travers la ville, il a assisté à un déjeuner avec des partenaires potentiels, souriant pour les caméras, serrant des mains, projetant l'aisance. Quand quelqu'un a mentionné le divorce à voix basse, il l'a écarté gracieusement. « Affaire personnelle », a-t-il dit, douloureuse mais nécessaire. Cette nuit-là, il a organisé un petit rassemblement. Pas une célébration officielle, juste des amis, des donateurs, des gens qui comptaient. Lena se déplaçait sans effort dans la pièce, riant au bon moment, agissant déjà comme la femme de la maison. Grant l'a regardé de l'autre bout de la pièce, convaincu qu'il avait amélioré sa vie de la même manière qu'il améliorait tout le reste, efficacement, stratégiquement, sans regret. Ce qu'il ne voyait pas étaient les ondulations silencieuses se déplaçant vers l'extérieur, à partir d'un seul appel téléphonique fait des jours plus tôt. Il n'a pas entendu les discussions se déroulant derrière des portes closes. Il ne savait pas que des noms longtemps enterrés avaient refait surface ou que des documents considérés comme détruits étaient tirés des archives. Pour Grant, le jeu était terminé. Claire était finie. Il a levé son verre, offrant un toast sur les nouveaux commencements et les choix difficiles. La pièce a répondu par des applaudissements polis, inconscient qu'ils se tenaient sur un terrain qui se déplaçait déjà sous leurs pieds. Grant a souri, absolument convaincu de sa propre invincibilité, et cette certitude deviendrait bientôt la plus dangereuse erreur de sa vie. La deuxième audience a été programmée avec une efficacité brutale. Claire a reçu l'avis la nuit précédente, enfoui parmi les emails automatisés du tribunal et les alertes juridiques qui se lisaient comme des avertissements plutôt que des informations. Ce n'était pas un procès. Pas encore. C'était une révision procédurale, le genre destiné à finaliser ce qui avait déjà été décidé. Une porte se fermant déguisée en formalité. Elle est arrivée tôt, vêtue simplement,
sa posture calme malgré la tempête se resserrant à l'intérieur de sa poitrine. Le palais de justice semblait plus froid cette fois, moins curieux. Les gens ne chuchotaient plus quand elle passait. Ils la regardaient à peine de tout. Cela l'a effrayé plus que le jugement. Grant Holloway est entré quelques minutes plus tard, confiant comme jamais. Son équipe juridique l'entourait comme un bouclier, murmurant des mises à jour, hochant la tête. Il a jeté un coup d'œil à Claire une fois, juste assez longtemps pour confirmer qu'elle était toujours seule. La satisfaction a vacillé sur son visage avant de disparaître derrière une indifférence pratiquée. Il a pris sa place sans hésitation. Le juge a examiné le dossier avec une fatigue visible. La déclaration falsifiée était déjà en preuve. La demande de dette avait été reconnue. La décision de garde était là comme une pierre, inamovible. Cette audience était destinée à aplanir les bords, pas à changer l'issue. Claire a écouté alors que les motions étaient lues à haute voix, son nom prononcé comme un inconvénient administratif. Quand on lui a demandé si elle souhaitait ajouter quelque chose, elle s'est levée lentement. « Oui, votre honneur, a-t-elle dit. » La pièce a bougé. L'avocat de Grant a levé un sourcil, presque amusé. Claire n'a pas argumenté. Elle n'a pas accusé. Elle n'a même pas demandé de sympathie. Elle a simplement demandé un bref ajournement, citant des informations nouvellement découvertes qui impactaient directement la légitimité des réclamations financières contre elle. Le juge a froncé les sourcils. « Mademoiselle Whitmore, vous avez déjà fait plusieurs demandes. »« Je comprends, » a répondu Claire d'un ton égal. « Celle-ci est différente. » L'avocat de Grant s'est levé immédiatement. « Votre honneur, c'est une tactique de délai. Mon client a déjà été plus que généreux. Il n'y a aucune preuve crédible pour soutenir un examen plus approfondi. » Grant s'est penché en arrière, les bras croisés, regardant tranquillement. Il s'y était attendu. Le désespoir à la fin ressemblait toujours à du drame. Les juges détestaient le drame. Le juge a regardé entre eux. « Avez-vous un avocat maintenant, mademoiselle Whitmore? » Claire a marqué une pause. Juste une fraction trop longue. « Pas encore, a-t-elle dit. » Un murmure a traversé la galerie. Le juge a soupiré, clairement partagé entre la procédure et l'impatience. Sans représentation ni documentation, je suis encline à continuer. Claire a hoché la tête une fois. Alors je demande à la Cour de noter, a-t-elle dit, que je conteste formellement l'authenticité des documents financiers soumis sous mon nom. L'avocat de Grant a ricané. Sur quel motif? Claire a rencontré son regard. Sur les motifs qu'ils n'ont jamais été autorisés. Le silence a suivi. Bref, inconfortable. Le juge a pris note, mais n'a pas semblé convaincu. Dûment noté, a-t-elle dit. Nous allons continuer. L'avocat de Grant a souri faiblement, passant déjà à autre chose. C'est alors que Claire a remarqué quelque chose qu'elle n'avait pas vu avant. À l'arrière de la salle d'audience, près de la dernière rangée, un homme était assis seul. Cinquantaine, costume sombre, pas de mallette en vue. Il n'avait pas été là pendant la première audience. Il ne regardait pas le juge, il la regardait. Leurs yeux se sont rencontrés pendant une fraction de seconde. L'homme a fait le plus léger signe de tête. Pas de réassurance. Reconnaissance. Le souffle de Claire s'est coupé. Avant qu'elle ne puisse le traiter, le juge a annoncé une courte pause. Les gens se sont levés. Des conversations ont éclaté. L'équipe de Grant s'est rassemblée autour de lui, confiante, détendue. L'homme à l'arrière s'est levé et s'est dirigé vers la sortie, passant devant Claire sans un mot. Mais en le faisant, il a glissé quelque chose sur la table à côté d'elle. Une carte pliée. Les doigts de Claire se sont refermés autour d'elle instinctivement. Sur le devant, écrit d'une écriture soignée et précise, se trouvaient 4 mots qui ont fait monter son pouls. Nous sommes maintenant impliqués. Et pour la première fois depuis que ce cauchemar avait commencé, Claire savait que le sol sous Grant Holloway n'était plus solide. La salle d'audience s'est réinstallée après la pause, mais l'air se sentait différent maintenant. Plus épais, chargé, Claire était assise parfaitement immobile, la carte pliée cachée sous sa paume comme un secret avec du poids.
Elle n'a pas regardé en arrière vers les portes. Elle n'avait pas besoin de le faire. Quoi que ce soit qui venait d'entrer dans sa vie ne partirait plus. Grant est retourné à sa chaise, détendu, chuchotant quelque chose à son avocat principal. Il a jeté un coup d'œil à Claire, ne remarquant rien d'inhabituel, et a souri avec suffisance comme si les dernières minutes n'avaient fait que confirmer ce qu'il croyait déjà. C'était une formalité, une marche lente vers la fin. Le juge s'est raclé la gorge. Continuons. L'avocat de Grant s'est levé immédiatement, reprenant avec confiance. Il a réitéré les réclamations financières, les dettes alléguées, l'instabilité. Chaque mot empilé soigneusement sur le dernier, formant un mur dans lequel Claire était clairement censée s'écraser. Il a conclu en demandant à la cour d'aller de l'avant sans délai. « Mademoiselle Whitmore », a dit le juge, se tournant vers elle, « c'est votre dernière opportunité de répondre avant que la cour ne procède. » Claire s'est levée. Pendant un bref instant, ses genoux ont menacé de céder. Puis elle s'est souvenue de la carte, du signe de tête, des mots écrits si calmement comme si cette issue avait toujours été attendue. « Oui, votre honneur, a-t-elle dit. Je voudrais présenter un avocat. » La salle d'audience s'est immobilisée. L'avocat de Grant a cligné des yeux. « Avocat ?» a-t-il répété, incapable de cacher le tranchant dans sa voix. Avant que le juge ne puisse répondre, une chaise a gratté doucement contre le sol à l'arrière de la pièce. L'homme que Claire avait remarqué plus tôt s'est avancé, sans hâte, délibéré. Chaque pas qu'il faisait attirait l'attention sans la demander. Il s'est arrêté à côté d'elle, posant un porte-document en cuir sur la table. « Bonjour, votre honneur, a-t-il dit. Sa voix était calme, autoritaire et manifestement exercée. Elliot Marrow, apparaissant au nom de ma cliente. Un murmure a ondulé à travers la pièce. Grant s'est redressé sur son siège. Le juge a ajusté ses lunettes. « Monsieur Marrow, a-t-elle dit lentement, vous entrez dans cette affaire tardivement. »« Seulement sur le calendrier, a répondu Elliot. Pas en substance. » L'avocat de Grant s'est penché en avant. « Votre honneur, nous nous objectons. Ceci est très irrégulier. » Elliot s'est tourné juste assez pour le regarder. De même que soumettre des documents forgés, a-t-il dit d'un ton égal. Le mot a atterri durement. Le sourire de Grant a vacillé. Le juge a levé une main. « Monsieur Marrow, vous aurez l'occasion de clarifier. Pour l'instant, veuillez énoncer le nom de votre cliente pour le dossier. » Elliot a hoché la tête une fois. « Ma cliente, a-t-il dit, ouvrant le porte-document n'est pas simplement Claire Whitmore. » Grant a expiré brusquement, amusé. « Ça encore, a-t-il murmuré. » Elliot ne l'a pas regardé. « Au fin de cette cour, a continué Elliot, son nom légal complet est Claire Elizabeth Whitmore Hale. » L'effet a été immédiat. Le juge s'est figé en plein mouvement. L'avocat de Grant est resté complètement immobile. Une greffière a cessé de taper. Le nom a flotté dans l'air, lourd et indubitable, comme une clé tournant dans une porte longtemps verrouillée. Le visage de Grant s'est vidé de couleur. « Votre honneur, » a ajouté Elliot calmement. Ce nom est associé à une fiducie scellée, une qui précède ce mariage et qui annule toute réclamation financière actuellement devant cette cour. Les yeux du juge se sont rétrécis. « Procédez avec prudence, Monsieur Marrow, » a-t-elle dit. « Parce que si ce que vous insinuez est vrai. »« Ça l'est, » a répondu Elliot. Claire a senti la pièce s'incliner, pas avec peur cette fois, mais avec possibilité. Elle n'a pas regardé Grant. Elle n'avait pas besoin de voir sa réaction pour savoir que quelque chose de fondamental venait de changer, parce que le nom qu'il pensait avoir effacé était celui qui allait tout reprendre, et la salle d'audience venait juste de commencer à comprendre ce que ce nom signifiait. Le silence après qu'Elliot Marrow a parlé semblait contre nature, comme si la salle d'audience elle-même avait oublié comment respirer. Claire est restée debout, ses mains stables à ses côtés, tandis que chaque paire d'yeux s'est lentement déplacé de Grant Holloway vers elle. Le juge a retiré ses lunettes. « Monsieur Marrow, a-t-elle dit soigneusement, c'est une affirmation significative.
Vous comprenez la gravité d'invoquer une fiducie scellée dans cette cour? Oui, votre honneur, est répondu Elliot. C'est pourquoi je ne l'invoquerai pas à la légère. L'avocat de Grant a récupéré en premier. Il s'est levé brusquement, la voix coupante d'une confiance forcée. C'est une distraction. La fiducie à laquelle il fait référence est sans rapport avec les affaires en cours. Mademoiselle Whitmore a renoncé à toutes les réclamations financières pendant le mariage. Elliot a tourné une seule page dans son porte-document. Elle ne l'a pas fait, a-t-il dit calmement, parce qu'elle ne le pouvait pas légalement. Grant s'est penché en avant maintenant, ses phalanges blanches contre la table. Cette fiducie n'a jamais été activée, a-t-il claqué. Elle était inactive, dormante. Elle ne l'a jamais divulguée parce que cela n'avait pas d'importance. Elliot l'a finalement regardée. Elle était dormante par conception, a-t-il dit, et la divulgation n'était ni requise ni conseillée selon les conditions fixées par son fondateur. Les yeux du juge se sont rétrécis. Fondateur. Elliot a hoché la tête. La mère de Claire Whitmore. Un murmure a balayé la pièce. Claire a senti sa poitrine se serrer. Entendre sa mère mentionnée dans cet endroit, à ce moment, a tout rendu soudainement très réel. Ce n'était plus de la théorie. C'était un héritage. La fiducie Whitmore Hale, et continué Elliot, a été établie il y a plus de 30 ans. Ses actifs étaient gelés sous des conditions légales strictes, incluant une clause de non-divulgation liée à la coercition matrimoniale et à la dépendance financière. Grant a secoué la tête, l'incrédulité se mêlant à la colère. C'est absurde. C'est précis, a corrigé Elliot. La fiducie ne pouvait pas être accédée, divulguée ou utilisée tant que ma cliente était financièrement dépendante d'un conjoint ou soumise à la pression matrimoniale. Toute tentative d'un conjoint d'exploiter ou de contrôler ses finances déclencherait en fait un examen. Le juge s'est penché en arrière lentement. Et vous suggérez, a-t-elle dit, que cet examen a été déclenché maintenant? Oui, votre honneur. L'avocat de Grant a bégayé. Même si une telle fiducie existe, elle n'a aucune incidence sur les réclamations de dette ou les questions de garde. Elle a toute incidence, a interrompu Elliot, son ton toujours égal. Parce que la fiducie précède les dettes alléguées et parce que les documents soumis sous le nom de ma cliente entrent directement en conflit avec ses protections enregistrées. Le juge a levé une main, arrêtant d'autres arguments. Elle s'est tournée vers Claire. Mademoiselle Whitmore, a-t-elle demandé, étiez-vous au courant de ces protections? Claire a hoché la tête une fois. J'étais consciente qu'elles existaient, a-t-elle dit. On m'a dit de ne jamais les invoquer, sauf en cas d'absolue nécessité. Et croyez-vous que ce moment qualifie? Claire a rencontré le regard du juge, sa voix stable malgré tout. Oui, votre honneur, je le crois. Grant s'est levé brusquement. C'est de la manipulation, a-t-il dit. Elle se cache derrière des technicalités. Elliot n'a pas élevé la voix. Non, a-t-il dit, elle survivait derrière eux. Le juge a fermé le dossier devant elle avec une finalité tranquille qui a fait tomber l'estomac de Grant. Cette cour ne procédera pas, a-t-elle annoncé, tant que l'authenticité de ces documents et le statut de cette fiducie ne seront pas entièrement examinés. Grant s'est figé. Pour la première fois depuis que cela a commencé, il n'était plus en contrôle de la chronologie. Claire s'est assise lentement, son cœur battant, non pas de peur, mais avec quelque chose de nouveau. L'élan. Parce que le nom qui a arrêté la salle d'audience n'était pas juste symbolique. C'était une faille légale. Et Grant Holloway venait de marcher directement dessus. Le juge a ordonné une pause, et cette fois ce n'était pas de routine. C'était stratégique. Les officiers de justice se sont déplacés avec une urgence tranquille, collectant des dossiers, escortant des greffiers, scellant des dossiers qui avaient été ouverts quelques minutes auparavant. La galerie bourdonnait d'une tension retenue. Tout le monde le sentait. Cette affaire avait franchi une ligne invisible. Claire était assise à côté d'Elliot Merrow, ses mains croisées sur ses genoux. Son cœur battait toujours la chamade, mais pas follement maintenant. Il était concentré, contrôlé,
Comme quelque chose de longtemps endormi s'était finalement réveillé. Elliot a ouvert son porte-document de nouveau, cette fois le tournant vers le banc. Avec la permission de la Cour, a-t-il dit, « J'aimerais soumettre une documentation préliminaire pour un examen à huis clos. » Le juge a hoché la tête. « Procédez. » Ce qu'Elliot a placé devant le greffier n'était pas dramatique, pas de grande révélation. Juste une mince pile de papier soigneusement reliée, discret, presque modeste, et pourtant l'attention de Grant s'est fixée sur eux comme s'ils étaient des explosifs. Ces documents, et continuait Elliot, incluent l'enregistrement original de la fiducie, les amendements notariés et la vérification partielle de 2 institutions fiduciaires indépendantes. L'avocat de Grant s'est levé à mi-chemin de son siège. « Votre honneur, nous n'avons pas eu le temps d'examiner. »« Vous l'aurez, » a répondu le juge sèchement. « Asseyez-vous. » Grant a dégluti difficilement. Alors que la greffière a remis le dossier, le juge a commencé à lire en silence. Son expression a changé presque imperceptiblement à chaque page. Un sourcil levé, une pause, un regard plus long sur une signature. Claire l'a regardé attentivement. Il y a des années, la mère de Claire avait expliqué pourquoi la fiducie devait être construite de cette façon. Pourquoi tout devait être stratifié, retardé, protégé par des personnes qui ne seraient jamais émotionnellement impliquées. Le pouvoir attire la pression, avait-elle dit, donc la protection doit survivre à l'émotion. Claire n'avait pas entièrement compris. Puis elle l'a fait maintenant. « Monsieur Marrow, » a dit le juge lentement, levant les yeux, « ces protections sont exceptionnellement spécifiques. »« Oui, votre honneur, » a répondu Elliot. « Elles ont été conçues pour une menace très spécifique. Grant ne pouvait plus rester silencieux. »« C'est absurde, » a-t-il claqué. « Si elle avait eu accès à quelque chose comme ça, elle l'aurait utilisé. » Elliot s'est tourné vers lui entièrement pour la première fois. « Elle ne pouvait pas, » a-t-il dit. « Et vous vous en êtes assuré. Les mots ont atterri plus fort que toute accusation, » a continué Elliot. « Voix mesurée, la fiducie inclut une clause de coercition. Si l'indépendance financière de ma cliente était compromise par le mariage, la manipulation ou la restriction d'accès, la fiducie resterait scellée jusqu'à ce que ces conditions prennent fin. » L'avocat de Grant est devenu pâle. « Cela signifie, » a ajouté Elliot, le moment où Mademoiselle Whitmore a été retirée de force de sa résidence, coupée des actifs matrimoniaux et soumise à l'isolement financier, cette fiducie est devenue éligible à un examen. Le juge a regardé de nouveau les papiers et la dette alléguée, a-t-elle demandé. Elliot a fait glisser un autre document. Déjà sous analyse forensique, les indicateurs préliminaires suggèrent que la signature a été répliquée numériquement à partir de dépôts matrimoniaux archivés. Le souffle de Grant s'est coupé. « Cette cour exigera une vérification complète, » a dit le juge, fermant le dossier soigneusement. « Mais basé sur ce que je vois ici, le récit présenté jusqu'à présent est incomplet. » Grant a fixé la table, sa confiance s'épuisant à chaque seconde. Claire a senti quelque chose se desserrer dans sa poitrine. Pas le triomphe, pas la vengeance, la validation. Pour la première fois, le système ne parlait pas par-dessus elle. Il écoutait. Le juge a levé les yeux vifs. « Cette audience est ajournée, » a-t-elle dit. « Et M. Holloway, ne supposez pas que cette cour agira rapidement en votre faveur de nouveau. » Grant n'a pas répondu parce que les documents qu'il pensait ne feraient jamais surface étaient maintenant entre les mains de la seule personne qu'il ne pouvait pas contrôler. Et la piste de documents qu'il avait enterrés il y a des années était sur le point de raconter une histoire très différente. L'enveloppe est arrivée le lendemain matin, livrée non pas par la poste, mais à la main. Claire était assise dans une salle de conférence tranquille, à l'intérieur du bureau d'Elliot Marrow. La ville visible à travers de hautes fenêtres qui atténuaient le bruit de Manhattan en un bourdonnement distant. Elle n'avait pas beaucoup dormi. L'élan la portait en avant, mais l'épuisement persistait dans ses os comme un avertissement. Elliot est entré sans un mot et a placé l'enveloppe doucement sur la table entre eux. Claire l'a reconnu instantanément. Le papier était vieux,
plus épais que le papier à lettres moderne, les bords légèrement usés, comme s'il avait été manipulé de nombreuses fois, mais jamais ouvert. L'écriture de sa mère s'étendait sur le devant, stable et indubitable. Sa poitrine s'est serrée. « Je ne savais pas que ça existait », a chuchoté Claire. Elliot a hoché la tête. Elle était gardée sous instruction d'être libérée seulement si la fiducie était contestée dans des circonstances coercitives. Les mains de Claire ont plané au-dessus de l'enveloppe. Pendant un instant, elle n'a pas pu se résoudre à la toucher. Sa mère était partie depuis des années. Le chagrin s'était installé en quelque chose de gérable, quelque chose de tranquille. Ceci menaçait de le déchirer de nouveau. Elle a brisé le sceau. À l'intérieur se trouvait une seule lettre pliée une fois, l'encre légèrement estompée, mais toujours claire. « Ma Claire, si tu lis ceci, alors la vie que j'espérais que tu n'aurais jamais à endurer t'a trouvée quand même. » Claire a dégluti difficilement. Les mots de sa mère étaient calmes, précis, comme si elle les avait écrits, sachant exactement quand ils seraient lus. Elle a parlé d'amour sans aveuglement, de pouvoir déguisé en protection, d'hommes qui confondraient la patience avec la permission. J'ai bâti la fiducie non pas parce que je doutais de toi, mais parce que je te faisais trop confiance. Tu endurerais plus longtemps que tu ne devrais. Tu resterais silencieuse plus longtemps que ce n'est sûr. Des larmes ont brouillé la page. La lettre expliquait tout ce qu'Elliot avait seulement insinué. Les conditions, les retards, la raison pour laquelle Claire avait été exhortée à vivre simplement, à ne dépendre de personne pleinement, à ne jamais révéler ce qui se trouvait sous son nom. Ce n'était pas un secret né de la peur, c'était une stratégie. Si quelqu'un essaie un jour de t'effacer, a écrit sa mère, laisse le système parler pour toi. Laisse la vérité arriver sans que ta voix ne tremble. Claire a laissé échapper un souffle tremblant. Au bas de la lettre se trouvait un dernier paragraphe, écrit plus fermement. Le stylo appuyait plus fort sur le papier. Quand le moment viendra, ne cherche pas la vengeance. Cherche la restauration. Ce qui est à toi reviendra. Ce qui ne l'est pas tombera de lui-même. Claire a fermé ses yeux, des larmes s'échappant enfin. Elliot est resté silencieux, lui donnant l'espace dont elle avait besoin. Quand elle a finalement levé les yeux, son expression avait changé. Le chagrin était toujours là, mais il était ancré maintenant, tenu par un but. Cette lettre, a dit Elliot soigneusement, sera enregistrée, non pas comme preuve de richesse, mais d'intention. Claire a hoché la tête. Elle a planifié cela. Oui, a-t-il dit, et elle a planifié que tu y survives. À travers la ville, Grant Holloway était assis dans son bureau, inconscient qu'une voix qu'il n'avait jamais entendue était sur le point de démanteler l'histoire qu'il avait bâtie. Il avait cru que le passé était enterré, que la mort effaçait les fils lâches. Il avait tort parce que les morts, quand ils laissent la vérité derrière eux, ont une façon de parler plus fort que les vivants ne le pourraient jamais. Claire a plié la lettre soigneusement et l'a remise dans l'enveloppe. Pour la première fois, elle n'avait pas peur de ce qui venait ensuite. Parce que la femme que Grant avait essayé de réduire au silence venait de se voir rendre sa voix par quelqu'un qu'il ne pourrait jamais menacer, intimider ou contrôler. Grant Holloway avait toujours fait plus confiance aux papiers qu'aux gens. Les contrats n'hésitaient pas. Les signatures ne mentaient pas. Non, une fois était permanente. Cette croyance avait bâti sa carrière, clos ses affaires et justifié chaque décision impitoyable qu'il avait jamais prise. C'était aussi la croyance qui le défrait. La prochaine audience a eu lieu à huis clos, sans caméra et sans potin. Cette fois, la pièce semblait plus petite, plus serrée, comme si les murs eux-mêmes écoutaient. Grant était assis rigide sur sa chaise, la mâchoire serrée, tandis qu'Elliot Marrow se tenait calmement en face de lui, un mince dossier reposant dans ses mains. Claire était assise à côté d'Elliot, silencieuse. Elle avait appris que le silence, utilisé correctement, n'était plus une faiblesse. Le juge a examiné la lettre de la mère de Claire en premier, non pas émotionnellement, non pas théâtralement, mais avec la concentration aiguë de quelqu'un entraîné à lire l'intention entre les lignes.
Quand elle a fini, elle l'a mise de côté et a regardé directement Grant. « Monsieur Holloway, a-t-elle dit, vous avez déclaré à plusieurs reprises que vous gériez toutes les finances matrimoniales. »« Oui, a répondu Grant, sa voix contrôlée. »« Avec le consentement de ma femme. Et vous maintenez, a continué le juge, que tous les instruments financiers signés pendant le mariage étaient légitimes. »« Ils l'étaient, a-t-il dit fermement. Elliot s'est avancé. « Alors vous ne vous opposerez pas à en examiner un, a-t-il dit, faisant glisser un seul document sur la table. Grant a jeté un coup d'œil. Au début, il n'a pas réagi. Puis, ses yeux ont cessé de bouger. Claire a regardé la couleur s'écouler de son visage par étapes. Confusion, reconnaissance, puis peur, aiguë et indubitable. Ce document, a dit Elliot d'un ton égal, est une renonciation conditionnelle que vous avez signée il y a 8 ans. Grant a secoué la tête. C'est impossible. Elle était attachée à un accord de restructuration pour l'une de vos premières acquisitions, et continuait Elliot. On vous avait dit que c'était routinier. Le juge s'est penché. Une renonciation de quoi exactement? Elliot n'a pas répondu immédiatement. Il a laissé le silence agir. Une renonciation à l'obstruction financière conjugale, a-t-il dit enfin. En termes simples, M. Holloway a signé un accord stipulant que s'il restreignait, manipulait ou falsifiait l'accès de son conjoint à des actifs indépendants, il renoncerait à toute réclamation pour contester leur restauration. Grant s'est levé brusquement. Ce n'est pas ce que c'était. Elliot a rencontré son regard. C'est exactement ce que c'était. Il a tourné le document pour que le juge puisse voir. En bas, a dit Elliot, est-ce que la signature de M. Hat Holloway est vérifiée, notariée, horodatée? Le juge l'a étudié attentivement. Claire a senti quelque chose s'installer en elle. Pas le triomphe, pas le soulagement, la clôture. L'avocat de Grant a chuchoté frénétiquement, feuilletant ses propres dossiers, la panique transparaissant à travers chaque mouvement. Grant lui-même semblait piégé, comme si le sol sous lui avait finalement cédé. « Je ne savais pas, a dit Grant sèchement. J'ai été induite en erreur. »« Vous avez été averti, a répondu Elliot calmement. Vous n'avez juste pas pensé que cela s'appliquait à vous. » Le juge a fermé le dossier. « L'intention sera examinée, a-t-elle dit. Mais cette signature change considérablement la portée de cette affaire. » Grant s'est enfoncé de nouveau dans sa chaise, stupéfait. Pendant des années, il avait utilisé des signatures pour contrôler les autres, pour les acculer, pour mettre fin aux conversations avant qu'elles ne commencent. Maintenant, l'une des siennes s'était retournée contre lui. Claire a finalement parlé. « Je vous ai fait confiance, a-t-elle dit doucement. Vous avez utilisé cette confiance comme levier. » Grant n'a pas répondu. Il ne le pouvait pas parce que la chose même qu'il croyait le protéger était devenue l'instrument de sa chute. Et la signature dont il se souvenait à peine d'avoir signé était sur le point de lui coûter tout ce qu'il pensait posséder. L'effondrement n'est pas arrivé tout d'un coup. Il est arrivé par couches, chacune plus silencieuse et plus dévastatrice que la dernière. Grant Holloway s'attendait à l'indignation. Il s'attendait à des arguments, des négociations, des délais. Ce à quoi il ne s'attendait pas était l'immobilité soudaine qui a suivi l'ordre du juge. Aucune voix élevée, aucune objection dramatique, juste une série de décisions procédurales calmes qui ont commencé à démanteler son monde pièce par pièce. La première était financière. En attente d'examen, la Cour a ordonné un gel temporaire des actifs contestés liés au mariage. Cela incluait plusieurs comptes de holding que Grant avait toujours considérés intouchables. La décision était précise, clinique et irréversible. Son avocat s'est penché pour chuchoter des réassurances, mais Grant l'a à peine entendu. Son esprit était déjà en avance, calculant les pertes, les conséquences, l'exposition. Le deuxième coup est venu plus vite. Une équipe forensique indépendante a été assignée pour examiner les dépôts de dettes soumis sous le nom de Claire. Elliot avait anticipé cela. Le juge en avait 2.
Ce à quoi Grant ne s'était pas attendu était à quelle vitesse les incohérences ont fait surface une fois que quelqu'un a réellement regardé. Les dates ne s'alignaient pas. Les métadonnées ne correspondaient pas. Les signatures montraient des artefacts numériques incompatibles avec les dossiers connus de Claire. Ce qui avait autrefois semblé hermétique sous un examen amical a commencé à se défaire sous des yeux neutres. Au moment où la Cour a ajourné, le mot fraude n'avait pas été prononcé à voix haute, mais il n'y avait pas besoin de l'être. Dehors du palais de justice, le téléphone de Grant a vibré incessamment. Appel manqué de son directeur financier, un message sec d'un membre du conseil demandant des clarifications, un autre d'un investisseur demandant une réunion d'urgence. La confiance qu'il avait portée pendant des semaines s'est évaporée à chaque notification. Claire est sortie à côté d'Elliot, la lumière du soleil attrapant son visage d'une manière qu'elle n'avait pas eue depuis longtemps. Elle n'a pas souri, elle n'a pas célébré. Elle a simplement respiré comme si l'air lui-même était devenu plus facile à puiser. À l'intérieur du bureau de Grant plus tard cet après-midi, l'atmosphère avait complètement changé. Les conversations se sont arrêtées quand il est entré. Les yeux se sont baissés. Les mêmes personnes qui riaient facilement autrefois parlaient maintenant soigneusement, mesurant chaque mot. Le soir, Lena était partie. Aucun argument dramatique, aucune confrontation, juste un placard vide et une note qui disait qu'elle avait besoin de distance. Grant l'a fixée plus longtemps qu'il n'aurait dû. Réalisant trop tard que la loyauté bâtie sur l'avantage ne survit jamais au risque. La réunion du conseil a été brève et brutale. Il a été demandé à Grant de se retirer temporairement, pas destitué, pas encore, mais mis de côté. Pour la première fois de sa carrière, il n'était plus celui qui dirigeait la conversation. Il a quitté la pièce sachant que la pause n'était que le début. Cette nuit-là, seul dans le penthouse qui semblait soudainement trop grand, Grant s'est versé un verre et s'est tenu près de la fenêtre, fixant une ville qui ne semblait plus lui appartenir. Il a rejoué chaque décision, chaque signature, chaque moment. Il a rejeté le silence de Claire comme une reddition. De l'autre côté de la ville, Claire était assise tranquillement avec Elliot, examinant les prochaines étapes. Audience de garde, restauration d'actifs, responsabilité. C'était accablant, mais c'était réel. Grant avait cru que le pouvoir signifiait le contrôle. Il apprenait que le pouvoir sans retenue s'effondre sous son propre poids. Parce que le système qu'il avait essayé de militariser contre Claire faisait maintenant ce pourquoi il avait été conçu, corriger le déséquilibre. Et Grant Holloway découvrait que la chute de la certitude est bien plus raide que la montée ne l'a jamais été. La prochaine audience est arrivée sans spectacle. Aucune caméra n'a encombré les marches. Aucun reporter n'a crié de questions. L'affaire était passée du théâtre public à quelque chose de bien plus dangereux pour Grant Holloway. Responsabilité tranquille. Claire était assise à la table à côté d'Elliot Merrow. Sa posture détendue mais alerte. Elle ne portait aucune pièce maîtresse, aucune armure déguisée en élégance. Elle n'en avait plus besoin. La pièce avait changé et la façon dont les gens la regardaient aussi. Pas avec pitié, pas avec suspicion, avec attention. Grant est entré en retard. Il semblait plus petit qu'avant, sa confiance effilochée sur les bords. L'homme qui autrefois remplissait les pièces semblait maintenant prendre de l'espace à contre-cœur, comme s'il espérait ne pas être remarqué. Son équipe juridique s'était éclaircie. Seul son avocat principal était resté, tournant les pages avec une précision forcée. Le juge a examiné les conclusions mises à jour méthodiquement. L'analyse forensique avait confirmé que les documents de dette étaient falsifiés. La signature avait été reconstruite numériquement en utilisant les dossiers matrimoniaux. La chronologie était fabriquée. L'intention, bien qu'encore sous examen, n'était plus ambiguë. Grant a fixé droit devant, la mâchoire serrée. Puis est venue la question à laquelle tout le monde s'attendait que Claire réponde. « Mademoiselle Whitmore, a dit le juge, compte tenu de ces conclusions, vous pouvez poursuivre des dommages et intérêts, des sanctions et un renvoi criminel. » La pièce a attendu. L'avocat de Grant s'est tendu. Grant lui-même l'a finalement regardé,
les yeux vifs avec quelque chose proche de la peur. C'était le moment qu'il avait imaginé différemment, le moment où elle riposterait. Claire s'est levée lentement. Elle sentait chaque œil sur elle, mais elle ne s'est pas pressée. Quand elle a parlé, sa voix était calme, stable et indubitablement la sienne. « Votre honneur, a-t-elle dit. Je ne suis pas ici pour punir qui que ce soit. » Grant a cligné des yeux. « Je suis ici pour corriger ce qui m'a été pris, » a continué Claire. « Mon nom, ma crédibilité, ma relation avec mon enfant. » Un murmure a traversé la pièce. Elliot l'a regardé attentivement, prêt à intervenir si nécessaire, mais Claire ne l'a pas regardé. Elle n'avait pas besoin de guidance maintenant. « Je demande la restauration, » a-t-elle dit, « pas la représaille. » L'avocat de Grant a expiré lentement, incertain s'il devait se sentir soulagé ou perturbé. Le juge a hoché la tête. « Soyez spécifique. » Claire n'a pas hésité. « Rejet complet des réclamations frauduleuses contre moi. Restauration immédiate des droits de garde en attente d'examen. Une reconnaissance par cette cour que le récit financier présenté plus tôt était faux. » Le juge a pris des notes puis a levé les yeux. « Vous ne cherchez pas de dommages punitifs? » « Non, » a dit Claire simplement. La tête de Grant s'est tournée brusquement vers elle. Pour la première fois, son calme s'est brisé. « Pourquoi ?» a-t-il demandé avant que son avocat ne puisse l'arrêter. Claire a rencontré son regard. « Parce que ce que vous avez fait ne définit pas qui je deviens, » a-t-elle dit, et parce que vivre avec les conséquences est une punition suffisante. Le silence a suivi. Pas gênant, pas tendu, décisif, le juge a fermé le dossier. Cette cour accordera le recours demandé. Grant s'est affaissé sur sa chaise, stupéfait dehors. En sortant, Elliot a parlé doucement. « Vous auriez pu tout prendre. » Claire a hoché la tête. « Je sais, mais vous ne l'avez pas fait. J'ai pris ce qui était à moi, » a-t-elle répondu. « C'est assez. » De l'autre côté du couloir, Grant l'a regardé s'éloigner, réalisant trop tard que la femme qu'il avait sous-estimée avait dépassé le besoin de le détruire. Parce que la justice, quand elle arrive sans cruauté, ne laisse nulle part où se cacher. Et Grant Holloway était sur le point de faire face à une vie dépouillée, non par vengeance, mais par la vérité. Le couloir à l'extérieur de la salle d'audience semblait plus lumineux qu'il ne l'avait jamais été auparavant, bien que rien n'ait changé en lui. Les mêmes sols en marbre, les mêmes pas feutrés, les mêmes échos lointains des problèmes d'autres personnes. Mais pour Claire Whitmore, le poids qu'elle portait depuis des mois, des années, peut-être plus longtemps, s'était finalement déplacé. Elle est sortie dans la lumière de l'après-midi et s'est arrêtée. Pour la première fois depuis que la porte de son ancienne maison s'était claquée derrière elle, elle s'est permis de rester immobile sans peur de ce qui pourrait venir ensuite. Elliot se tenait à côté d'elle, silencieux comme toujours. Il ne l'a pas pressée. Il savait que ce moment n'était pas à propos de paperasse ou de stratégie. C'était à propos de reconnaissance. « Vous avez fait exactement ce que votre mère avait l'intention de faire, » a-t-il dit finalement. Claire a hoché la tête, ses yeux piquants, non pas de tristesse, mais de libération. Elle voulait que je me souvienne qui j'étais avant de devenir la femme de quelqu'un. L'ordonnance de garde lui a été remise avant le coucher du soleil. Temporaire en attente d'examen final, mais cela a restauré ce qui avait le plus compté. Les visites supervisées ont pris fin. Les droits de prise de décision sont revenus. Le langage était précis, formel et indubitablement clair. Claire l'a lu 2 fois, puis encore une fois, ses mains stables. Quand elle a vu son enfant plus tard ce soir-là, il n'y a eu aucune réunion dramatique, aucune larme dans les lieux publics, juste une pièce tranquille, 2 petits bras s'enlaçant autour de sa taille et une voix familière demandant « Restes-tu maintenant ?» Claire s'est agenouillée et s'est accrochée comme si le monde pourrait s'incliner de nouveau si elle ne le faisait pas. « Oui, » a-t-elle chuchoté, « je suis ici. » Cette nuit-là, elle est restée dans un appartement modeste, arrangé rapidement par le bureau d'Elliot. Rien d'extravagant, rien de symbolique, juste des murs propres, une lumière chaude et de l'espace qui n'appartenait qu'à elle.
Elle a déballé lentement, choisissant quoi placer où, réapprenant le simple pouvoir de la décision. Les documents de la fiducie sont arrivés le lendemain. Pas de confetti, pas de célébration, juste confirmation. Actif débloqué, compte restauré sous son nom seul, protection activée, surveillance établie. Tout ce que sa mère avait bâti, non pas comme une arme, mais comme un filet de sécurité, était maintenant tranquillement derrière elle comme un mur qu'elle n'avait plus à affronter. Claire n'a pas touché la plupart d'elles. Pas encore. Ce qu'elle a immédiatement réclamé était son nom. Son dossier professionnel a été corrigé, les fausses déclarations formellement retirées. La Cour a émis une clarification selon laquelle le récit financier précédemment présenté avait été inexact. Ce n'était pas une excuse, mais c'était assez proche pour compter. Les gens l'ont remarqué. Des emails sont arrivés, certains prudents, certains curieux, certains apologétiques. Claire n'a répondu à aucun d'entre eux tout de suite. Elle n'était pas intéressée à réparer des ponts qui avaient brûlé sans hésitation. À travers la ville, Grant Holloway a regardé de loin. Il l'a vu quitter le palais de justice de nouveau des jours plus tard, calme, composé, sans entourage, sans spectacle. Il a réalisé alors que la pire partie de sa perte n'était pas financière. Elle était existentielle. Il n'occupait plus d'espace dans sa vie du tout. Claire était passée devant lui. Cette réalisation l'a creusé plus profondément que toute décision n'aurait pu le faire. Claire se tenait près de la fenêtre de son appartement ce soir-là, les lumières de la ville clignotant une par une, son enfant endormi dans la pièce voisine. Elle ne se sentait pas triomphante, elle se sentait ancrée. Elle avait tout perdu, et dans le processus, elle avait récupéré exactement ce dont elle avait besoin, elle-même. Mais alors que la paix s'installait, un dernier règlement de compte attendait encore parce que certaines conséquences n'arrivent pas dans les salles d'audience, et celle de Grant ne faisait que commencer. La guérison n'est pas arrivée comme une vague. Elle est venue en fragments, inaperçue au début, nichée dans des moments ordinaires que Claire avait oublié comment valoriser. Les matins sont devenus plus calmes, pas vides. Calmes d'une manière qui permettait à la pensée d'exister sans peur. Claire s'est réveillée avant que la ville ne s'agite, marchant pieds nus à travers l'appartement pour faire du café, écoutant le rythme doux de la respiration de son enfant de la pièce voisine. Il n'y avait pas d'horaire dicté par les priorités de quelqu'un d'autre, aucune tension ne se cachant dans le silence. Elle avait oublié ce que la sécurité ressentait. L'appartement est resté modeste par conception. Claire aurait pu choisir quelque chose de plus grand, quelque chose d'impressionnant, quelque chose qui reflétait le pouvoir maintenant légalement restitué à elle. Elle ne l'a pas fait. L'espace, a-t-elle appris, n'était pas mesuré en pieds carrés, mais dans l'absence de contrôle. Elle a recommencé la thérapie, non pas pour déballer l'affaire judiciaire, mais pour récupérer les parties d'elle-même qui avaient appris à minimiser, à attendre, à endurer. Certains jours, elle parlait facilement. D'autres jours, les mots restaient piégés derrière des années de retenue pratiquée. Les deux étaient permis. Le nom de Grant n'est apparu qu'une seule fois. « Je ne veux pas le porter en avant », a dit Claire doucement. « Je l'ai déjà porté assez longtemps. » Le thérapeute a hoché la tête. C'était assez. Des semaines ont passé. La ville a changé de saison autour d'elle. Les arbres le long des trottoirs ont changé de couleur. La lumière du jour a raccourci. La vie a continué. Indifférente aux victoires et aux pertes personnelles, Claire a trouvé du confort en cela. Le monde ne s'est pas arrêté pour la douleur, et il n'a pas exigé de performance pour le rétablissement. Elle a recommencé à travailler lentement, consultant, révisant des contrats, aidant de petites entreprises à naviguer dans des zones grises légales sans les exploiter. Elle a choisi ses clients soigneusement, faisant confiance à ses instincts pour la première fois depuis des années. Quand elle a dit non, personne n'a argumenté. La nuit, elle a lu à son enfant jusqu'à ce que le sommeil vienne facilement. Il y avait des questions parfois sur pourquoi les choses avaient changé, sur pourquoi il vivait quelque part de nouveau. Claire a répondu honnêtement sans amertume,
sans détails qui n'appartenaient pas à un enfant. Nous sommes en sécurité, a-t-elle dit, c'est ce qui compte. De l'autre côté de la ville, la vie de Grant Holloway est devenue plus calme aussi, mais pas de la même manière. Son silence était lourd, les enquêtes ont avancé, les invitations ont cessé d'arriver. Les gens qui autrefois cherchaient son attention évitaient maintenant ses appels. Les conséquences s'annonçaient rarement bruyamment. Elles sont arrivées par soustraction. Claire n'a pas suivi sa chute, elle n'en avait pas besoin. La distance faisait partie de la guérison. Un soir, Elliot a rendu une courte visite pour finaliser des documents. Ils ont examiné les chronologies, les formalités et les limites. Avant de partir, il s'est arrêté à la porte. « Vous avez fait ce que peu de gens réussissent, » a-t-il dit. « Vous êtes sorti du cycle. » Claire a souri faiblement. « Je suis revenu en moi-même. » Après qu'il soit parti, elle s'est tenue à la fenêtre, les lumières de la ville se reflétant doucement contre la vitre. Pendant des années, elle avait confondu l'endurance avec la force. Maintenant, elle a compris que la force était un choix. Choix de se reposer, choix de reconstruire, choix d'arrêter de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Elle ne se sentait pas victorieuse, elle se sentait entière. Et dans cette complétude, elle n'avait plus besoin du passé pour expliquer son futur. Parce que la guérison n'était pas l'absence de cicatrices, c'était l'absence de peur. Et alors que Claire s'installait dans une vie définie par ses propres décisions, le chapitre final, un de conséquences indéniables, avançait tranquillement vers sa fin. Le monde de Grant Holloway ne s'est pas terminé avec un titre. Il s'est aminci. Le premier signe a été le silence de son téléphone. Pas d'alerte matinale des assistants, pas d'invitation étiquetée urgente, pas de faveur de dernière minute déguisées en amitié. L'appareil fonctionnait toujours, mais le monde auquel il était autrefois connecté s'était tranquillement éloigné. Il était assis seul dans son bureau longtemps après le coucher du soleil, lumière éteinte, la ville brillant au-delà de la vitre comme une vie qui ne le reconnaissait plus. Le logo de la compagnie sur le mur semblait étranger maintenant, un symbole qu'il ne contrôlait plus. La direction intérimaire avait été prolongée. Les examens étaient devenus des audits. Les conversations étaient devenues prudentes. Personne ne l'a accusé directement. Ils n'avaient pas besoin de le faire. L'enquête a avancé sans spectacle. Irrégularité financière, manipulation de documents, manquement éthique. Chaque conclusion a atterri doucement, mais ensemble, elles ont formé un verdict qu'ils ne pouvaient pas fuir. Le conseil d'administration a publié une déclaration se distanciant de la conduite personnelle. Son nom est resté, mais à peine, comme de l'encre s'estompant du papier. Grant a emballé son bureau par étapes. D'abord les objets personnels, puis les articles encadrés, puis les récompenses. Chacun semblait plus léger qu'il n'aurait dû, dépouillé du sens qu'il croyait autrefois qu'il portait. Il a laissé le mur vide, incertain pourquoi ce détail le perturbait le plus. À la maison, le penthouse a résonné. Le calme n'était pas paisible. Il était accusateur. Les pièces contenaient des souvenirs qu'il ne pouvait plus contrôler. Des rappels de moments qu'il avait écartés comme insignifiants. Le calme de Claire, son silence, la façon dont elle regardait au lieu de réagir. Il avait confondu la retenue avec la faiblesse. Cette erreur se rejouait sans fin. Un soir, il s'est tenu à la fenêtre où il avait autrefois porté un toast au nouveau commencement. La vitre reflétait un homme qu'il reconnaissait à peine. Plus âgé, plus petit, incertain. La certitude qu'il avait autrefois ancrée s'était dissoute, ne laissant que des questions auxquelles il ne savait pas répondre. Il a pensé à Claire alors, non pas avec colère, pas même avec regret, avec incrédulité. Elle était partie sans regarder en arrière. Pas de discours, pas de vengeance, pas de tentative de le ruiner publiquement. Elle n'avait pas eu besoin. Son absence a fait le travail pour elle. Cela a exposé la vérité qu'il avait enterrée sous le contrôle et l'arrogance. Grant a essayé de tendre la main une fois.
Le message est resté non envoyé parce que pouvait-il dire qui ne ressemblerait pas à de l'autopréservation? Des jours plus tard, l'avis final est arrivé. Une demande formelle de démission. Temporaire, en attente des résultats, soigneusement formulés, professionnels, assez final pour compter. Il l'a signé sans cérémonie. Pour la première fois de sa vie, sa signature signifiait une perte. Dehors, la ville est passée à autre chose. Elle le faisait toujours. De nouveaux visages ont remplacé les anciens. De nouvelles histoires ont dépassé la sienne. Grant Holloway est devenu une histoire édifiante, chuchotée parmi les gens qui l'enviaient autrefois. Pouvoir mal utilisé, contrôle confondu avec la force, silence sous-estimé. De l'autre côté de la ville, Claire a vécu sa vie sans son ombre. Elle n'a pas suivi sa chute, elle n'avait pas besoin d'en être témoin pour se sentir complète. Ses conséquences n'étaient plus sa responsabilité. Grant a compris cela. Maintenant, seul dans un espace qui ne semblait plus mérité, il a fait face à la vérité qu'il avait évitée pendant des années. Il n'avait pas tout perdu parce que Claire a riposté. Il a tout perdu parce qu'il croyait être intouchable. Et le système qu'il avait plié à sa volonté s'était finalement replié. Parce que la fin de Grant Holloway n'était pas bruyante ou dramatique. C'était la perte tranquille et permanente de pertinence, de confiance et de contrôle. Le matin où Claire a fermé la porte sur son passé, il n'y a eu aucune cérémonie pour le marquer. La lumière du soleil filtrait à travers les fenêtres de l'appartement, douce et sans hâte. La ville dehors se déplaçait avec son rythme habituel, inconsciente que quelque chose de final s'était déjà produit. Claire se tenait dans l'embrasure de la porte de la chambre de son enfant, regardant le sommeil monter et descendre dans un motif régulier et paisible. Cette simple vue l'a ancrée plus que toute décision ne l'avait jamais fait. Elle avait appris que les fins n'avaient pas besoin de témoins. La vie s'est installée dans une forme qui semblait honnête, pas parfaite, pas grandiose, honnête. Claire travaillait selon ses propres termes, choisissant des projets qui importaient, refusant ceux qui n'importaient pas. Son nom portait maintenant un respect tranquille, non pas parce qu'il était défendu bruyamment, mais parce qu'il n'était plus remis en question. Les gens ont finalement cessé de demander des nouvelles de Grant. Quand son nom a refait surface, cela semblait distant, comme une histoire qu'elle avait autrefois lue, mais jamais pleinement vécue. Le scandale s'était estompé dans la mémoire, réduit à une note de bas de page dans les cercles d'affaires. Il ne définissait plus sa chronologie. Il ne l'avait jamais vraiment fait. Un soir, alors que la lumière d'automne déversait de l'or à travers la pièce, Claire a reçu un appel d'Elliot. C'était bref. Administratif, les confirmations finales étaient passées, la fiducie était entièrement stabilisée. La garde était permanente. Il n'y avait plus de fils légaux restants. « Vous êtes libre », a dit Elliot simplement. Claire l'a remercié et a raccroché, ne ressentant aucune précipitation de triomphe. La liberté, a-t-elle réalisé, n'était pas un moment, c'était une condition, une dans laquelle elle était déjà entrée. Cette nuit-là, elle a cuisiné le dîner pendant que son enfant était assis au comptoir, balançant les jambes et parlant de l'école. La conversation a erré comme celle des enfants le fait, atterrissant finalement sur une simple question. « Est-ce que nous allons bien maintenant? » Claire a fait une pause juste assez longtemps pour être certaine de sa réponse. « Oui, a-t-elle dit, nous allons bien. » Plus tard, après que la vaisselle avait été faite et que les lumières aient été tamisées, Claire s'est tenue près de la fenêtre une dernière fois. La ville brillait, familière et non menaçante. Pendant des années, elle avait vécu à l'intérieur des attentes d'autres personnes, mesurant sa valeur par à quel point elle endurait bien. Elle n'avait plus besoin de faire ça. Son téléphone a vibré avec un message qu'elle n'a pas ouvert tout de suite. Ça pouvait attendre. Tout pouvait attendre.